ce matin, l'invité de la rédaction est Christophe Barbier, notre collègue, notre nouveau collègue sur Radio J. Merci d'avoir répondu au pied levé ce matin à l'invitation du morning de Radio J. Alors, actualité est très dense en ce milieu de semaine. J'ai retenu 3 sujets que je souhaitais livrer à votre commentaire. L'intervention de Nicolas Sarkozy hier soir sur TF1, la crise sanitaire, et puis je vous propose de commencer ce tour d'horizon de l'actualité par cette journée cruciale hier qui se déroulait à la Cour de cassation concernant le dossier emblématique et douloureux de Sarah Halimi. En janvier 2020, Emmanuel Macron avait plaidé depuis Israël où il effectuait un déplacement sur la tenue d'un procès après s'être fait tancer par les juges. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être tenté de recommencer et est-ce qu'il a les moyens de peser sur la décision de la Cour de cassation? Non, il n'a pas les moyens de peser sur une décision de Cour de cassation, ni les moyens juridiques, ni les moyens politiques. Il est garant de l'indépendance de la justice, donc autant il peut faire part de ses réflexions presque philosophiques sur ce que doit être la justice, autant il ne peut pas intervenir dans un dossier qui est en cours et qui est en train de vivre un moment incandescent de son parcours. Par ailleurs, on voit bien qu'en ce moment, il y a énormément de tensions dans le débat public autour de la justice, de ce que font les juges, de la manière dont ils enquêtent, des décisions qu'ils prennent. Et on imagine mal le président de la République revenir sur ce dossier. Ce qu'il avait fait à l'époque était déjà très important. Le faire en voyage était aussi extrêmement symbolique. Il a été suivi à ce moment-là par la plupart des commentateurs et par l'opinion, parce que ça semblait relever non pas de l'intrusion dans la justice, mais tout simplement du bon sens. C'est-à-dire que l'exception d'irresponsabilité qui avait été soulevée dans cette affaire ne tenait pas la route. Et donc, on attend maintenant que le droit se mette en conformité avec ce bon sens. Mais c'est derrière une querelle aussi de bon sens contre les experts. Parce que cette décision avait été non pas un caprice des juges, mais fondée sur le rapport des experts en psychiatrie. Et on arrive là dans les franges d'interprétation de ce que sont les expertises psychiatriques qui déterminent d'une responsabilité ou d'une irresponsabilité. Alors le cas était particulièrement flagrant, mais ça renvoie à ce débat de fond. Or, depuis des années, il y a dans notre pays une interrogation sur la valeur des expertises. Les psychiatres disent, mais attendez, la justice ne nous donne pas de moyens, peu de temps, pas d'argent, donc nos expertises, on fait ce qu'on peut. Rappelez-vous au moment de l'affaire Outreau, quelqu'un qui avait dit, vous payez les experts comme des femmes de ménage, vous avez des expertises de femmes de ménage. C'était un peu cru, mais ça posait bien le problème. De l'autre, vous avez un pouvoir médical qui essaye d'entrer, comme tous les pouvoirs, partout où il le peut. Donc quand on lui donne la possibilité de faire la justice à la place des juges et d'être au-dessus du juge parce que le médecin parle, donc la justice se retire, eh bien les médecins en profitent. Ils n'en profitent pas forcément avec malveillance, ils en profitent parce que c'est le penchant naturel de tout pouvoir d'étendre son territoire au maximum. Alors, Christophe Barbier, deuxième sujet, c'était l'actualité de la soirée hier sur TF1. Nicolas Sarkozy est apparu combatif, s'adressant directement aux Français. Est-ce que sa ligne de défense face caméra vous a convaincu ? Non, parce que d'abord, ce n'était pas la première fois qu'il employait cette ligne de défense de celui qui vient indigné qu'on souille son honneur, déchirer sa tunique devant les caméras en appelant au peuple. Et il a parmi ce peuple des gens qui le supportent encore très profondément. Et donc, on peut comprendre que techniquement, il cherche à provoquer un mouvement d'opinion pour contrer ce qui s'est passé avec cette condamnation en première instance. Maintenant, Nicolas Sarkozy est toujours un homme qui se projette dans le combat futur. Il a fait appel. Il a même déclaré dans le Figaro qu'il pouvait aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il est parti pour une longue course d'obstacles judiciaires. Donc le match Sarkozy contre les juges continue. Il n'en est qu'à son début peut-être. D'autant que Nicolas Sarkozy sait bien en venant à la télévision hier qu'il prépare l'autre procès, celui qui arrive là dans quelques jours, le procès Big Malion, où sa position est moins délicate que dans le procès précédent, mais où il va devoir aussi répondre de ce qui s'est passé durant une autre campagne présidentielle, celle de 2012. Donc c'est à ça aussi qu'il pensait. Alors, toujours à propos de l'intervention de Nicolas Sarkozy hier sur les plateaux de télé, sur les commentaires, on a écouté ce commentaire de l'ancien bâtonnier Maître Olivier Sûr, qui résumait ce procès ainsi: l'ancien monde politique jugé par les nouveaux juges. Est-ce que ce procès sonne le glas de la fin de la politique à l'ancienne, finalement ? Je ne crois pas parce que en fait la fin de la politique à l'ancienne, le triomphe des juges sur les politiques, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Sarkozy. Alors évidemment, c'était très spectaculaire, un ancien président de la République condamné à de la prison ferme. C'est la première fois. Voilà. Mais il y a plus de 30 ans, Alain Carignon,
Oui, Michel Noir, ensuite Henri Emmanuelli, Alain Juppé, Jérôme Cahuzac, pour des faits de nature très différente, parfois politico-financiers, parfois fiscaux, parfois des problèmes de mœurs, comme avec Georges Tron. Les politiques ont été depuis longtemps désacralisés par la justice. Donc ce combat des juges contre les politiques, il a depuis longtemps tourné en faveur des juges. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le procès Sarkozy, c'est qu'on s'interroge sur: ne laisse-t-on pas les juges aller trop loin? Non pas dans le procès s'est très bien tenu, il a été très équitable, mais dans l'enquête qui a mené au procès. Quand on regarde le dossier, il y a quelque chose de paradoxal. Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû être écouté sur ses téléphones comme il l'a été. Il y a une atteinte quand même à ses droits profond. Si vous et moi on avait été écoutés comme ça, on n'aurait eu aucun problème à faire annuler les écoutes téléphoniques. Mais comme c'est Sarkozy, la justice n'a cessé de valider les écoutes qui sont abusives. Mais une fois qu'on a dit cela, les écoutes, elles sont valables. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est quand même très troublant, voire accablant. Et donc, à ce moment-là, on se dit, ah oui, finalement, ils ont peut-être bien fait de pousser les écoutes aussi loin, parce que sinon, on n'aurait pas découvert ce qu'on appelle aussi les filets dérivants, c'est-à-dire une pratique qui est quand même interdite. Et donc, les nouveaux juges, il faut qu'ils se laissent interroger par la société. Messieurs, mesdames, les juges, avez-vous raison de faire comme ça des écoutes filantes, des filets dérivants? Avez-vous raison, parfois, de mettre en détention provisoire quelqu'un juste pour le faire craquer? Avez-vous raison de mener des enquêtes pendant 8, 9, 10 ans, comme dans l'affaire Bettencourt, aux frais du contribuable? Est-ce que vous n'avez pas, vous, les juges, des comptes à rendre, non pas sur vos décisions, le tribunal est souverain, mais sur vos méthodes d'enquête dans la société, en fonction de qui est qui et de quelle est la position sociale occupée par les individus? Là, il y a une véritable interrogation. Alors, dernier sujet, Christophe Barbier, que je voulais soumettre à votre commentaire. On l'apprenait hier soir. Il n'y aura finalement pas de confinement le week-end à Paris et dans cet autre département de la Petite et de la Grande Couronne en Île-de-France. En revanche, le Premier ministre devra annoncer ce soir la mesure pour l'ensemble du Pas-de-Calais, où l'épidémie est en train d'ailleurs de flamber. Ça a fait d'ailleurs bondir le maire LR du Touquet hier soir, Daniel Fasquelle, qui dénonçait un 2 poids 2 mesures de la part de l'exécutif. Est-ce que l'exécutif fait fausse route dans la gestion de sa politique de confinement ? Non, je crois que depuis le 29 janvier, on a enfin pris dans ce pays la bonne direction, c'est-à-dire laisser l'économie se reconstruire, laisser les libertés se développer et simplement surveiller que ça ne provoque pas une catastrophe épidémique, une catastrophe hospitalière. Parce que le seul critère qui compte, c'est pas le nombre de gens qui attrapent le virus, il y en a beaucoup qui l'attrapent et ça ne leur fait rien. C'est uniquement la surcharge hospitalière. Et c'est ce qui fait la différence entre un département comme le Pas-de-Calais et des départements franciliens. C'est pas l'intensité de l'épidémie, c'est la densité d'occupation des lits de réanimation. C'est la capacité d'un département à encaisser une surcharge hospitalière. C'est ce qui a fait par exemple qu'un département comme la Creuse s'est retrouvé dans le rouge il y a quelques jours parce qu'on manquait de lits, on débordait en réanimation. C'est ça qu'il faut regarder et uniquement cela pour qu'on n'ait pas à faire de tri des malades. Donc tant qu'on peut, parce qu'il y a de la réserve hospitalière, laisser l'économie fonctionner, il faut le faire. Parce que pendant ce temps-là, on crée de la richesse qui permet de soutenir ce pays et notamment d'aider les départements qui, eux, sont dans une situation plus délicate. Et puis surtout, on vaccine. Pendant ce temps-là, on vaccine. Chaque semaine passée est une semaine de liberté préservée, d'économie préservée et de vaccination accélérée. C'est la véritable arme contre la Covid. Mais bien sûr, on le voit en Israël, on va bientôt le voir aux États-Unis et en Angleterre. C'est la vaccination qui est notre passeport pour la liberté. Alors une dernière question, toujours concernant cette crise sanitaire, avec un sondage qui a été réalisé par Elab et BFM TV que vous connaissez bien et qui a été diffusé hier et qui montre que la plus forte opposition des Français se cristallise justement sur 2 mesures couplées, le confinement à 18h et le confinement national le week-end. Est-ce que cette érosion de l'adhésion des Français aux mesures de gestion, aux mesures de restriction, doit-elle alerter l'exécutif aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un risque ? Ça rend, à mon sens, le confinement interdit, sauf catastrophe hospitalière. Donc, il faut trouver d'autres solutions que le confinement et que le couvre-feu. Les gens ne veulent pas se limiter au métro, boulot, dodo. Donc, ça veut dire qu'on doit les protéger en les empêchant de faire des choses dangereuses. Par exemple, s'attrouper parce qu'il y a un coin de soleil et qu'on va s'asseoir avec son sandwich. Ça, c'est pas bien. En revanche, se promener, c'est très bien. S'attrouper devant un bar qui fait de la vente à emporter qu'on n'emporte pas et qu'on boit là entre copains, c'est pas bien. En revanche, prendre un verre et un peu quelque chose à grignoter et aller un petit peu plus loin, circuler, ça doit être possible. Donc il faut raffiner complètement la lutte contre l'épidémie.
savoir intervenir dans les endroits où vraiment ça flambe. Et là, on l'a vu en Moselle, on l'a vu à Nice. Là, parfois, il faut prendre des mesures très dures mais provisoires. Ailleurs, il faut être souple et intelligent. Et puis, on le voit bien à travers ce sondage, il faut commencer à rouvrir. Il faut commencer à dire aux Français, mais vous voyez, avec la vaccination qui progresse, le beau temps qui arrive, on peut commencer à faire un plan détaillé avec un agenda du déconfinement. C'est-à-dire qu'à partir de telle date, on pourra rouvrir d'abord les terrasses, puis les cinémas. On pourra enfin retourner écouter Judith Merguier dans une salle de spectacle, une vraie. Voilà. Et tout cela, c'est le retour à la vie normale. Boris Johnson a un plan, les Portugais ont un plan, Angela Merkel a un plan, avec des dates. Nous devons, nous aussi, commencer à mettre des dates sur le papier, sauf évidemment si un variant cynique bouscule tout, on tiendra ce calendrier de réouverture. C'est sur cette note d'espoir que s'achève notre entretien. Merci beaucoup Christophe Barbier, que l'on retrouve dans En toute franchise sur Radio J, c'est à 8h30. Avec Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports. C'est dit.